Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, et une vidéo un peu spéciale puisque du coup on va vous donner notre avis sur Suicide Squad. Enfin oui, donc parce que du coup il est sorti mercredi, nous on a été le voir le 4. Donc on a été à la séance de 19h30, donc il y a une seule séance malheureusement dans notre cinéma qui le fait en VO et on voulait à tout prix le voir en VO puisque les voix en française sont juste horribles pour nous. C'était inconcevable de le voir en français, donc du coup bah voilà, on a dû attendre la séance VO IMAX 3D et franchement ça a été vraiment génial. D'ailleurs on est reparti le voir dimanche. Le dimanche d'après. Juste voilà, quelques jours après, parce que franchement on était vraiment à fond dedans et on était resté sur notre faim, on en voulait encore plus. Et de le revoir, bah, ça a juste confirmé en fait ce qu'on pensait du film. Alors tout d'abord on tient à vous préciser que cet avis, donc cette vidéo sera faite voilà, avec spoil. Donc bah voilà, c'est parti. Et on va commencer tout de suite en fait avec l'histoire du film. C'est tout simplement en fait la suite si vous voulez à BVS au final. Ouais. Au début on sait pas trop à quoi s'attendre. On nous dit pas tout de suite que c'est BVS parce que d'abord que c'est la suite du coup de Batman v Superman. On nous présente d'abord tous les personnages, on nous présente un petit peu tous les méchants, voilà, tous les bad guys, protagonistes en fait de la Task Force X. Voilà, parce que c'est comme ça que le projet s'appelle. Alors il faut savoir que la Task Force X, en fait, c'était le nom dans les comics avant que ça s'appelle Suicide Squad. Oui, c'est ça. Ça aussi, faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on nous présente tous les personnages et c'est que après qu'on nous dit qu'en fait c'est pourquoi on fait cette équipe un peu suicide, parce que justement on a peur qu'il y ait un deuxième Superman qui arrive sur Terre et qui foute le bordel, qui soit vraiment qui soit pas aussi sympa que le dernier quoi. Ouais, et donc Amanda Waller va se servir de ce prétexte en disant que oui, Superman était de notre côté, mais si jamais il y avait un autre Superman qui arrivait et qui était incontrôlable, voilà, qui n'était pas de notre côté, qui était contre nous, du coup, enfin contre l'humanité. Il faudrait une équipe qui serait capable de pouvoir certainement gérer cette situation, et aussi, surtout, une équipe de méchants, donc des personnes qu'on peut bien sûr sacrifier, qu'on en a rien à secouer, puisque de toute façon ils sont au fond d'un trou dans une prison, donc voilà, il n'y a pas de souci, et puis ça leur sert de couverture, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent les éliminer, eux ils sont pas dans l'histoire, donc c'est très bien pour le gouvernement. C'est le but. Et donc c'est comme ça que Amanda Waller va d'ailleurs présenter son projet. La chose au général. Donc voilà comment débute on va dire l'histoire. Et donc Amanda comment expliquer, elle est vraiment très forte, c'est-à-dire qu'elle est très persuasive, hein, elle arrive directement à faire dire oui au final au gouverneur, et elle a pour cela une personne à côté d'elle qui va vraiment bien l'aider, puisque du coup elle va présenter l'Enchantress, donc June Moon, c'est comme ça qu'elle se prénomme, et en fait elle l'a ramenée avec elle devant le général, et en fait ce qui va se passer c'est que au début le général ne va pas vouloir de cette équipe, et au final elle va dire allez l'Enchantress, vas-y, on te regarde à l'œuvre, et en gros elle lui dit, donc elle se transforme, June Moon se transforme en Enchantress. Et là, du coup, elle lui dit, bah vas-y, va chercher ce qu'on a dit. Et en fait, elle revient en un claquement de doigts, et elle ramène un espèce de gros dossier, en fait, top secret du Téhéran. Et là, le général, il se dit, bon, allez, on active le truc, ok, on vous donne le feu vert, et voilà, c'est comme ça, en fait, que se crée tout simplement Task Force X. J'ai du mal à le dire, je crois que c'est pour ça qu'ils ont mis Suicide Squad à la place, c'est mieux. Et donc, globalement, c'est comme ça que ça démarre. Et donc pour le moment on ne sait pas plus que ça sur le méchant, on ne sait pas trop, on est encore perplexe, on est encore sur la présentation des personnages et tout ça, donc d'ailleurs une énorme présentation des personnages je trouve. Ouais, elle est vraiment super bien fait. C'est vraiment... Enfin moi pour ma part c'est vraiment très bien amené. On a une petite fiche qui se met avec le personnage à côté. Explicative, etc. Ouais, avec des petites pointes d'humour à chaque fois. Ouais. Un ton un peu léger. Mais globalement je pense que ça va. Déjà pour une présentation de personnage je trouve que ça allait bien. C'était vraiment bien amené, bien foutu, au bon moment, sans en faire trop, avec une petite histoire à chaque fois pour eux. Oui, c'est ça qui est intéressant, oui, effectivement, c'est que on nous présente les personnages avec une fiche, certes, mais on voit aussi un petit peu
un petit peu de flashback Oui. sur chaque personnage. Donc Deadshot, etc. On va en revenir d'ailleurs là-dessus. On reviendra après. Il y a pas mal de clins d'œil en fait Ouais. à plusieurs comics. C'est ça. Et donc voilà pour le début de l'histoire. La suite, comment expliquer la suite de tout ça? L'enclenchement en fait, c'est que au final l'Enchantress, donc celle qui devait faire partie de la Suicide Squad et qui était présentée comme l'une des plus exceptionnelles et voilà par Amanda Waller, va finir en fait par se rebeller et au Voilà, final. En fait, l'Enchantress, pourquoi elle est à côté d'Amanda Waller? Puisque déjà Amanda Waller détient son cœur, Ouais. du coup, le cœur de l'Enchantress. Donc elle la tient en fait comme ça et elle est aussi alors c'est le docteur June Moon qui entretient une relation en fait avec Rick Flag. Rick Flag c'est le chef en fait de la Suicide Squad, c'est un militaire, c'est pas du tout un prisonnier, donc il a rien à voir, l'Enchantress non plus d'ailleurs, n'a rien à voir en fait avec les autres prisonniers style enfin c'est pas du tout une criminelle. Non, c'est pas une criminelle puisque c'est une chercheuse, c'est une Voilà. archéologue à la base. Donc elle y peut rien en fait. June Moon à la base c'est une femme comme les autres. Et elle a rien d'autre en fait. Et c'est seulement quand elle dit enchantresse au final qu'elle se transforme et cette entité prend possession d'elle. Et c'est une entité qui est vieille de plus des millénaires je crois. Et en fait c'est cette personnalité d'elle qui prend le contrôle au final de June Moon. Bah, elle désobéit tout simplement, elle se retourne un petit peu contre Amanda. Bah, tout simplement, Amanda veut se servir d'elle et c'est pas. Enfin voilà, ils auraient pas dû la réveiller tout simplement. Parce que de toute façon, ça fout le bordel. C'est ça. Et il faut savoir que c'est une entité, que enfin voilà, c'est quand même un personnage au final. Je pensais pas qu'elle avait autant d'importance, Enchantress. Donc je crois que dans les comics, c'est pas vraiment un très grand personnage. Mais là, pour le coup, je trouve qu'ils lui ont donné une nouvelle vie au final. Quelque chose de très important. Et donc en fait, alors il y a l'Enchantress qui est la méchante, on va dire. Mais il n'y a pas que ça. Puisque on va dire le grand méchant aussi, c'est quand même son frère. Et comment elle le réveille d'ailleurs? Elle va chez Amanda, en fait elle veut récupérer son cœur, sauf que à chaque fois qu'elle s'approche de la valise elle est sécurisée et dès qu'elle s'en approche, la valise se verrouille. Donc elle peut pas récupérer son cœur. Par contre elle va dans la salle de bain je crois de Waller et elle trouve la statuette qui l'appelle. Son frère est emprisonné comme elle dans une espèce de statuette et son frère l'appelle. C'est ça. Pour qu'il soit libéré à son tour. Et du coup elle va le libérer. Alors il faut savoir que son frère s'appelle Incubus dans le film, évidemment, parce que dans les comics, en vrai, l'Enchantress n'a pas de frère. Donc oui, effectivement, elle n'a pas de frère en vrai. Elle n'a pas de frère. Et Incubus est également aussi un vrai personnage dans les comics. Mais voilà. On ne ressemble pas à ça. Voilà, exactement. C'est un foutoir un petit peu. C'est un petit peu, ouais, ils ont mélangé un petit peu, c'est comme un petit peu les méchants qui sont possédés en fait par l'Enchantress. En fait, alors dans le film, ils les ont appelés les yeux de l'adversaire, The Eyes of Adversary. C'est ça, c'est des espèces de créatures. Sauf que ça n'existe pas dans les comics, donc on n'en a jamais eu. Ouais. Donc elle va réveiller son frère. Elle va faire en fait elle va ouvrir l'espèce de petite statuette et en gros elle va choper un mec qui se situe je crois dans le métro, qui est dans les toilettes dans le métro, et en fait si vous voulez l'esprit qu'il y a dans la statuette va rentrer va posséder le gars, et donc du coup l'âme de son frère est revenue à la vie en quelque sorte. Et du coup elle lui explique qu'ils sont toujours vivants mais très très loin, voilà, des années après, et que les humains se sont retournés contre eux et les humains ne les vénèrent plus. Donc on suppose que c'était des dieux à l'époque, ils étaient considérés comme des dieux parce que je pense qu'ils avaient des pouvoirs assez extraordinaires et du coup les gens les considèrent comme des dieux. Et ils disent bien qu'aujourd'hui ils ne les aiment plus et qu'ils préfèrent vénérer des machines. Donc voilà, et l'Enchantress dit bien pour ça, et très bien, je vais créer une machine. Et je vais en gros les exterminer avec ce qu'eux ils aiment. Et c'est comme ça en fait que l'histoire se fait quoi. C'est l'Enchantress et son frère Incubus.
Donc on avance dans l'histoire avec la Suicide Squad, donc c'est là que la Suicide Squad se crée suite à cet incident, le fait que Enchantress se barre et désobéisse. Et du coup on retrouve tous les personnages qui sont amenés dans... Alors je sais pas si c'est la prison ou... non, c'est pas la prison, tu sais, quand ils sont tous dehors et qu'ils ont déjà les puces et tout. Ouais, alors, ils sont détenus en fait en Floride, voilà, dans un espèce de marais, donc c'est la prison de Bel Rêve en fait. Et ils sont tous amenés au camp d'entraînement, soi-disant, pour tester un petit peu leurs capacités et puis s'envoler vers en fait le Midway City, puisque c'est Midway City. C'est Midway City, ouais, que ça se passe. Et donc on les voit tous ensemble, réunis. Donc, et c'est là que Rick Flag fait son apparition, puisque c'est lui en fait qui va gérer l'équipe de la Suicide Squad. Et donc c'est là aussi qu'on les voit se faire implanter la petite puce en fait qui sert de nanobombe en fait. Et il leur explique bien que voilà, il a le pouvoir sur eux et que il faut qu'ils restent là. Et il faut qu'ils fassent leur job, donc ce qu'on leur demande. S'ils le font pas, ils meurent. S'ils désobéissent, ils meurent. Voilà, donc il leur explique bien tout ça. D'ailleurs, par la suite, donc, au final, ils vont tous à Midway City, donc en hélicoptère, voilà, ils arrivent, machin. Et donc du coup, après, on voit Slipknot. C'est ça. Donc Slipknot qui fait partie aussi également de la Suicide Squad, qui n'est pas un personnage réellement très important, surtout. Se faire sauter la cervelle parce que du coup lui désobéit, il décide de partir avec Captain Boomerang, sauf que Captain Boomerang lui n'arrive pas, il se fait choper par Katana. Et Slipknot, alors Slipknot c'est un méchant également, et lui je crois qu'il n'a pas de pouvoir, il a rien du tout, c'est juste qu'il a des super cordes que lui-même a fabriquées, c'est ça dans les comics, c'est comme ça que ça se passe. Et donc d'ailleurs on le voit bien cette scène où il a des espèces de cordes, il lance sur les toits et tout ça. Il peut agripper en fait n'importe quelle surface, il peut grimper partout en fait, voilà. Tout simplement. Et donc comme c'est pas un personnage je pense qui est récurrent ou quoi que ce soit dans la Suicide Squad, ils se sont dit bon on va quand même montrer ce côté nanobombe, hein, on va bien mettre le ton, et ça a été fait et je trouve que c'est pas si mal parce qu'ils ont éliminé quand même un personnage qui servait peut-être pas à grand chose pour bien montrer aux gens que ouais c'est pas de la rigolade en fait et c'est réel. Donc je trouvais ce côté assez sympa, ça commençait bien quoi, on va dire, par un petit explosage de tête. Et je pense que Captain Boomerang se méfiait un petit peu, il pensait que les nanobombes c'était du vent quoi, tout simplement. Ouais, je pense. Il voulait tester le... Non, il dit oups, il dit bon au final voilà. Il voulait vraiment tester l'efficacité de la bombe. La bombe. Et du coup il s'est un petit peu peut-être servi de Slipknot aussi, je sais pas. Et donc on les voit avancer dans la ville de Midway City. Et Rick Flag en fait ne leur dit pas du tout pourquoi ils sont là. Ils n'en savent rien. On leur dit juste qu'il y a une attaque terroriste. Voilà, un truc bidon voilà. quoi. Deadshot sait d'avance que Rick Flag ment. De toute façon, il le voit bien, même dans l'avion. C'est ça, ouais. Il tout de suite. Lui dit je te crois pas, t'es un menteur. Voilà. Et... pour un lapin de 6 semaines. Voilà. Et donc c'est là qu'on voit les personnages se mettre en place parce qu'ils arrivent dans la ville et en fait ils vont tomber nez à nez justement avec les espèces de créatures cheloues là. Voilà, c'est ça, The Eyes of Adversary. Voilà, les yeux de l'adversaire puisqu'ils ont des petits yeux partout, hein. Je pense que vous l'avez vu quand même, hein. Ils ont des yeux partout, on voit que ça bouge là, ça fait comme des clignements de yeux. Alors faut savoir que c'est des personnages qui n'existent pas dans les comics, il y a juste un personnage qui existe qui s'appelle The Adversary, l'adversaire en gros, qui existe mais qui n'a strictement rien à voir avec ces personnages là. Non mais c'est que des références, on en reviendra après, mais il y a beaucoup de références à des personnages, à des comics, etc. mais qui ne sont pas forcément comme ce qu'il y a dans le film. Donc c'est voilà. Et donc c'est à ce moment là que Deadshot va se rendre compte de l'arnaque parce qu'il va voir les créatures et il se dit putain c'est quoi ce bordel, Rick Flag, voilà. Et donc ça rigole pas, Rick Flag lui il veut pas dire ce qui se passe, pourquoi ils sont là et tout. Et en fait les adversaires vont les voir et ils vont les attaquer. Et c'est là qu'on va avoir droit quand même à un sacré truc quand même, parce que Deadshot, moi j'ai adoré cette scène où Deadshot défouraille tout là, à un moment... Oui, quand il est sur la voiture. Là on voit vraiment Deadshot quoi. C'est un ouf. Il monte sur la voiture, en fait il y a tellement de monde, donc il y a tout le monde qui commence à se battre, donc Killer Croc, Harley Quinn, il y a juste El Diablo qui est en retrait, puisque lui à la base a décidé de ne plus se servir de ses pouvoirs, et donc forcément il veut pas se battre, donc il reste en retrait. Et après par contre tout le reste, ils vont dans le feu de l'action. Rick Flag se fait choper,
par les yeux de l'adversaire. Du coup ils vont tous, Harley Quinn, Deadshot vont l'aider. Et comme ils sont envahis quand même de créatures, on voit Deadshot en fait qui, je crois, il pète un câble, il monte sur la voiture et en fait il se sert de ses armes qu'il a sur les avant-bras. Et franchement, il bute tout le... Et tout le monde en fait s'arrête et le regarde comme ça, l'air de dire non, c'est un fou, le mec, voilà, il nous a sauvés, il est super fort. Et c'est vrai que voilà, on voit bien sa technique quoi. Et voilà, c'est vrai que sans Deadshot, je pense que la Suicide Squad ne serait pas comme elle est réellement. Parce que dans les comics, on voit bien que c'est quand même lui il sort du lot quoi. Il a une place centrale, puisque à la fin, là dans les derniers comics, dans les New 52 par exemple, c'est bien lui qui gère la Suicide Squad. Oui. Le Rick Flag n'y est pas. Et là on sent bien aussi que Deadshot, malgré le fait qu'il y ait Rick Flag à côté, on voit bien quand même qu'il essaie de prendre la place, tu vois, et de gérer quand même l'équipe. Tout le monde attend derrière Deadshot en disant alors qu'est-ce qu'on fait, on y va pas. Et on voit bien que c'est pas Rick Flag au final qui est au centre de la Suicide Squad, pas du tout. Lui il est juste là pour faire ce que Amanda Waller lui demande. Mais sinon c'est Deadshot qui contrôle quand même la Suicide Squad au final. Et ce côté là on le ressent quand même un petit peu. Ce qui est pas mal. Après bon, qu'ils continuent à avancer dans la ville. Voilà, en fait leur mission c'est d'aller secourir un VIP, ce qu'ils appellent le HVT-1. Voilà. Dans Midway City, dans un immeuble de Midway City. Donc ils y arrivent. C'est ça. Tout simplement, voilà. Oui, voilà, il leur arrive plein de choses, hein, bien sûr. Voilà, et du coup il s'avère qu'en fait le VIP à extraire, en fait c'est tout simplement Amanda Waller elle-même. Voilà, voilà, ça les agace légèrement. Ouais. Parce qu'ils savent très bien que c'est Amanda Waller qui est derrière tout ça. Et voilà, sauf que au moment de l'extraire, Amanda Waller va se cracher et va être capturée justement par l'Enchantress. Oui. Encore. C'est ça s'arrête jamais en fait. Voilà, et du coup la Suicide Squad délaisse un petit peu la chose en disant ouais c'est plus notre problème, voilà. En gros c'est un petit peu bien fait pour elle, etc. Et puis Deadshot tombe du coup sur le dossier confidentiel d'Amanda Waller, avec la relation entre Rick Flag et l'Enchantress, June Moon. Et du coup il lui balance à la figure, il lui dit en gros démerde-toi, c'est vraiment plus mon problème quoi. Surtout qu'ils étaient au courant dès le départ. Voilà. Et que du coup Rick Flag n'a rien dit à personne, et pour lui Deadshot c'est pas normal, puisque du coup ils sont quand même là pour les aider. Voilà, même si c'est une mission suicide comme on dit, ils ont quand même à savoir ce qu'ils doivent faire, etc. Et c'est pas le cas. Et voilà, et donc Rick Flag va plus ou moins se faire pardonner par la suite, et donc du coup la Suicide Squad va dire bon, allez, de toute façon on est là pour ça, on n'a rien d'autre à faire, hein. D'ailleurs Harley Quinn le dit très bien, vous avez quelque chose d'autre à faire? Non, donc on y va. Et donc ils y retournent. Le but en fait de cette deuxième partie en fait du film, c'est déjà de sauver Amanda Waller. Et une deuxième fois. Voilà, encore une fois. Et puis aussi d'arrêter l'Enchantress tout simplement, puisque Rick Flag veut récupérer June Moon en fait. C'est surtout ça aussi, le but de la mission. Déjà c'est récupérer Amanda Waller, arrêter l'Enchantress parce qu'elle veut juste détruire le monde, rien que ça. Et puis récupérer June Moon qui est esclave en fait de l'Enchantress au final, elle sert juste de corps. C'est surtout ça, c'est avec avec la magie en fait de l'Enchantress, elle a créé une espèce de machine, et en fait en servant elle arrive à lire en fait dans les pensées d'Amanda Waller, et du coup l'Enchantress sait en fait où se trouvent toutes les bases secrètes du gouvernement partout dans le monde. Donc elle peut le détruire à n'importe quel moment, et elle en profite d'ailleurs. C'est ce qu'on voit, oui, elle les détruit d'ailleurs, elle n'hésite pas. Elle n'hésite pas du tout, et ils se posent tous la question, mais comment elle fait pour savoir que c'est une base secrète? En fait elle utilise Amanda Waller tout simplement, et voilà, et du coup va s'en suivre un combat épique, moi je trouve, assez épique, contre Incubus d'abord, en premier lieu, et puis après contre l'Enchantress. Alors le combat avec Incubus, je trouve qu'il était vraiment royal, surtout avec El Diablo. On l'a vu dans une scène précédente où il utilise ses pouvoirs contre justement les créatures, qui étaient quand même assez bien. Mais par contre celle-là elle est vraiment mythique, et c'est là où on voit la puissance en fait de El Diablo. Et El Diablo est un vrai personnage qui sert réellement dans la Suicide Squad, et qui là, le fait de le voir en action,
tu te dis c'est juste un truc de fou, et ils l'ont tellement bien fait, quand ils se transforment en fait en... Ah, je sais pas comment décrire, c'est une espèce de squelette, ouais, avec le truc d'Indien là autour. En démon, ouais. C'est juste c'est un truc de fou quoi. C'est pas un truc indien, c'est un espèce de... En fait, il a comme un masque vaudou, je sais pas trop, c'est un peu spécial, avec des plumes. Un cas, on dirait. Ouais, je sais pas. Un truc un peu comme ça. Mais un démon, quoi. Je m'y attendais pas, je me suis dit punaise, franchement c'est bien fait, c'est vraiment très bien fait. Et puis ce combat est quand même assez épique, jusqu'au bout, hein, il va réussir à le maîtriser, ensuite il va se refaire maîtriser. Et c'est là en fait que du coup ils vont déclencher la bombe, donc aussi plus ou moins grâce à Killer Croc qui est parti aider du coup les Seals dans les égouts pour mettre la bombe en fait, la fixer. Et du coup ils vont faire exploser la bombe, ce qui va faire exploser du coup Incubus, et par la même occasion El Diablo qui va on va dire se suicider de lui-même, hein, parce qu'il a dit vas-y on déclenche la bombe, on y va. Est-ce qu'il est mort ou pas? Je ne sais pas, c'est la question que je me pose. J'aimerais bien qu'il soit pas mort parce que c'est quand même un sacré personnage et franchement la classe quoi, c'est... Bref, et du coup, c'est le reste de l'équipe, donc notamment c'est grâce à Harley Quinn que l'Enchantress en fait va mourir quoi, au final. Donc il y a un petit combat qui se passe entre tout le reste de la bande et l'Enchantress. Ouais. Après, on se doute évidemment que la Suicide Squad gagne à la fin, c'est évident. C'est évident, oui. Sinon il n'y aurait pas de film. Hein. Ouais. Après, on se doute pas forcément que June Moon revient. Enfin, si, sur les dernières secondes, du coup, qui sont quand même assez longues, on peut effectivement se douter que June Moon est toujours vivante, etc. Ça aurait été moi, je l'aurais laissée morte. Ouais, parce qu'en fait, elle est pas super utile. Quoique, si, en fait, elle est. C'est ce que je te disais, en fait, elle est utile parce que justement, dans la suite, Rick Flag n'y est plus. Donc, on se doute que en fait il raccroche tout simplement, il veut plus être dans la Suicide Squad, et puis il fait sa vie en fait avec June Moon, et du coup ça laisse le champ libre à d'autres d'autres vilains et d'autres histoires quoi, tout simplement. Voilà, ça laisse le champ libre à Deadshot par exemple, qui prend la tête dans les comics de la Suicide Squad, ou Captain Boomerang, parce que lui aussi il prend la tête. Alors oui, on reviendra après, mais il y a des personnages dedans où tout le monde dit qu'ils servent à rien, mais s'ils sont là, c'est qu'il y a une importance quand même, dans tous les cas, et en tout cas il y en a une dans les comics, et c'est ce qui fait qu'ils sont là aujourd'hui au cinéma. Et donc voilà globalement à quoi ressemble l'histoire. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire déjà, l'histoire? Le scénario est pas mal. C'est un scénario qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, dans le sens où l'Enchantress en fait elle est censée faire partie de la Suicide Squad, mais en fait elle joue double jeu. Enfin bon, c'est un peu voilà, l'histoire elle est un peu complexe. Ouais. C'est pas vraiment. Elle est pas incompréhensible. Elle est juste assez conséquente en fait. C'est ça. Mais c'est très bien. En fait, le scénario est très fluide. C'est assez linéaire. C'est sympa. Le scénario est pas mal. Disons que pour nous qui avons regardé qu'une seule bande-annonce de la Suicide Squad, voilà. Ça a été une énorme surprise. Franchement, une énorme surprise. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus, je m'attendais pas du tout à ce que l'Enchantress en fait soit le. Parce que l'Enchantress, on la voit dans la bande-annonce, mais ils la font passer comme une. Comme un membre de la Suicide Squad. Voilà. Et donc quand on voit le truc, on se dit mais non, c'est un truc de fou. Tu dis franchement c'est bien trouvé quoi. Le fait qu'elle soit là, puis au final non, elle s'en fout. Allez hop, moi je veux faire mon truc, c'est tout. Et là tu dis. Ouais, au final, Amanda Waller, elle a bien merdé quand même. Elle a cru qu'en gardant le cœur, elle allait pouvoir la manipuler, mais au final, pas du tout. Elle a foiré. Non, franchement, le film est très bien écrit. Je trouve qu'il n'y a pas. Tout le monde dit ouais, c'est naze et tout, machin. Non, c'est pas naze du tout, quoi. Enfin, faut être réaliste. De toute façon, je sais pas ce que comptaient voir les gens au cinéma, mais voilà, c'est quand même grandiose. On a eu quand même quelque chose de bon, un bon petit scénario qui a été fait, un bon petit retournement. Les personnages très bien amenés. Moi, non, je trouve que globalement l'histoire est bonne. Voilà. Après, peut-être qu'il y a eu. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de coupures, il y a eu beaucoup de trucs comme ça. J'ai pas trouvé qu'il y avait de problème par contre de montage. Oui. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que c'était comme BVS, voire pire. Je suis désolée, c'est pas vrai du tout, parce que quand on regarde bien le film,
On voit qu'il y a des scènes coupées parce que voilà, quand on a vu la bande-annonce, en plus on se doute bien qu'il y a des scènes qui ne sont pas incluses. Ouais. Mais ça ne dérange en rien l'histoire. On se dit pas putain on passe de ça à ça. What? Tu vois ce que je veux dire? Ça dérange en rien. Alors que BES, oui, je veux bien comprendre que les scènes coupées, c'était lourd quoi à manger quoi. On se disait putain ouais j'avoue ça passe un peu du coq à l'âne. On sait pas trop, ouais, on savait pas trop où est-ce qu'il voulait en venir, etc. Alors que là le montage, tu sais qu'il y a des coupures. De toute façon tous les films ont des coupures. Bah, il y a juste à la fin que j'ai remarqué au deuxième visionnage que Katana elle avait le sabre de Katana. Elle avait son sabre en fait et elle était en position comme si elle venait de buter l'enchanteresse. Sauf que c'est pas du tout ça en fait. C'était Harley Quinn qui l'a tué. Voilà, c'est Harley Quinn qui lui mettait un coup de sabre. Alors est-ce que c'est le même sabre? Je suppose que oui, du coup, parce qu'il n'y en a pas 80 hein, des sabres. Et du coup, ouais, c'était un petit peu bizarre de voir Katana en posture. C'est ça. En position. Donc voilà, globalement nous on a kiffé le film, on l'a revu 2 fois, je le reverrai encore, il n'y a pas de souci, j'attends le steelbook avec impatience pour le revoir encore. Ouais. Franchement non, c'est super sympa et puis franchement les gens arrêtez quoi, on a du Suicide Squad au cinéma, c'est des personnages qui n'ont jamais été adaptés, on a du nouveau, on a quelque chose de frais, voilà, ça pète quoi, et les gens trouvent encore quelque chose à redire. Moi je sais pas. On a une super Harley Quinn en plus. Franchement, même le Joker, j'étais vraiment pas persuadée du Joker. Je me suis dit, c'est chaud, ça va être chaud. Pour moi c'était limite. Et je me suis quand même dit, ouais mais il y a moyen de faire quelque chose de bon. Et j'ai vraiment trouvé que le Joker était bon dans ce film. J'aurais aimé peut-être voir 2-3 scènes de plus où il se tape peut-être, tu vois, des scènes un peu plus importantes que celles qui ont été incluses dans le film. Mais ouais, le problème c'est que c'est pas un film sur. C'est pas le Joker. Voilà, c'est pas un film sur le Joker ou même sur Batman, c'est vraiment un film Suicide Squad. Suicide Squad, voilà. Donc le Joker qu'on le voit c'est bien, c'est déjà très bien. Donc on va pas venir se plaindre, on voit pas assez le Joker. Oui, mais c'est pas un film sur lui, ça sera adapté plus tard, hein, vous en faites pas. Après moi ce que j'aurais voulu voir c'est d'autant plus de scènes avec justement les super vilains en fait, de la Suicide Squad. Et des super vilains qui n'ont parfois que quelques répliques dans le film, mais au final c'est assez pauvre en fait. C'est ça. Bah, les 2-3 scènes qu'on voit, voilà, ça inclut... On en voit en fait pas mal pour expliquer d'où ils viennent, etc. Ouais. D'où viennent leurs pouvoirs, pour expliquer un peu qui ils sont. Mais on n'en voit pas plus que ça. Mais voilà, ça s'arrête là, c'est-à-dire que c'est le minimum syndical et puis après basta. Quoi. Basta, après c'est le film, quoi, la Suicide Squad tout simplement. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, mais globalement c'est super. Moi je donne 10 sur 10. Moi de toute façon je suis une fan inconditionnelle de DC. Rien que de les voir au cinéma, pour moi c'est un truc de ouf. Donc après je vais pas venir me plaindre de les voir quoi. Enfin ça serait complètement bête de... Voilà, c'est tout. Alors donc on va continuer avec les personnages. Donc oui j'ai plein de petites fiches là. On a tout écrit parce que voilà. Donc les personnages. Globalement, on va commencer par Harley Quinn, puisque c'est une des qu'on nous présente, qui apparaît énormément du coup dans ce film. Harley Quinn, franchement, super. Elle est juste omniprésente, quoi, c'est tout. Ouais, elle est super bien jouée. Je pense qu'elle a fait un super boulot, Margot Robbie. Elle a dû bien bosser énormément pour avoir cette dégaine en finale. De peste, parce que c'est vrai qu'elle paraît pour une peste. Elle est vraiment bien jouée. Ouais. Voilà, tu sens qu'il y a ce côté foufou. Il manque par contre peut-être une ou deux scènes qui auraient été franchement bien utiles pour... alors pas pour Harley Quinn, mais pour son alter ego qui est Harley Quinzel, évidemment. Oui. Je pense que là il manque encore 2 ou 3 scènes avec Harley. Peut-être. Avec le docteur Quinzel. Pour expliquer un petit peu plus comment elle en est arrivée là, tout simplement. Ouais, parce que là c'est vrai que c'est sous forme de flashback et c'est quand même assez enfin ça passe très rapidement. C'est vrai. Harley Quinn en tant que telle, oui évidemment. Elle est extra, ouais. Franchement elle est très bien représentée. Après, du coup, pas de souci. Donc on va donner les petites références en même temps que l'on a pu apercevoir pour ce personnage. Moi ce que j'ai adoré, clairement, c'est la petite... ça a duré pas très longtemps, mais c'est le... Ça dure 10 secondes. Ça dure 10 secondes. C'est quand ils sont habillés en harlequin, quoi. Alex Ross, tout simplement. Tu te dis, putain, cette petite scène, rien que là... C'est Batman Harley Quinn par Alex Ross, du coup. Ouais. Et c'est très représentatif. Du coup, c'est une référence directe aux comics, il n'y a pas photo, voilà.
J'ai halluciné quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Il y a aussi évidemment son costume classique, tel que Bruce Timm l'avait dessiné à la base. Oui, exact. Qui est en fait dans la malle sur le tarmac. Elle a sa grosse malle, elle l'ouvre et elle voit, elle est trop contente et tout, et elle met sa tenue comme ça, et c'est en fait la tenue classique d'Harley Quinn. Voilà. Évidemment. Ensuite, il y a aussi le Eskimico, hein, du coup, quand elle tombe dans la cuve d'acide ou je sais pas, de produits chimiques. Ce passage-là aussi est assez mythique. Hein, donc, du coup, normalement, dans les comics, c'est le Joker qui la pousse. Mais là, elle se laisse tomber au final et il vient quand même la chercher, comme dans les comics. C'est exactement la même chose. Donc, ça, j'ai vraiment bien aimé ce passage. Il y a juste une la relation en fait qu'ils ont entre le Joker et Harley Quinn, ça j'ai pas trouvé ça. T'as pas aimé, ouais, je non. sais. J'ai vraiment pas apprécié parce que du coup ils sont vraiment amoureux. Ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre. Sauf que le Joker n'est pas. Harley Quinn est amoureuse du Joker, ça y a pas de souci. Ça je suis d'accord avec ça. Sauf que le Joker n'est pas amoureux, c'est pas réciproque en fait. Le Joker, lui, il est obnubilé par Batman. Lui, c'est Batman, Batman, Batman. Ouais. Par contre, fou de Harley Quinn, quoi. Moi, ça m'a paru bizarre comme relation. Moi, je sais pas, ça m'a pas vraiment paru C'était utile au film, parce que le Joker, voilà, il vient quand même secourir Harley Quinn, etc. Mais moi, je sais pas, il y a quand même quelque chose qui fait que. En fait, il est chelou le Joker. C'est ça qu'il faut voir dans ce film-là. En tout cas, il est super chelou. C'est-à-dire que, en fait, quand il la laisse tomber dans la cuve, tu le vois se retourner et se barrer, en fait. Et au final, tu le vois, il fait comme ça, et hop, il y va. En fait, dans sa tête, il s'en fout, mais il se dit quand même ah putain, non, je veux pas faire ça. Enfin, tu vois, il a des remords. Est-ce que c'est un truc de schizophrène? J'en sais rien. Comment ils ont voulu peut-être faire passer la chose, tu vois. Je t'aime moi non plus, et voilà, tu me sers à quelque chose, et des fois, tu me sers à rien. Il y a quand même ce côté un petit peu, voilà, tiraillé entre je m'en fous totalement de toi et je me sers de toi, et le fait où, ouais, je vais quand même aller te chercher parce que t'es Harley Quinn, et voilà, c'est un petit peu ça, quoi. C'est sûr que dans les comics, cette relation n'est pas du tout comme ça, c'est vrai. Harley Quinn est super amoureuse du Joker, mais pas à l'inverse. Enfin, pas réellement, enfin, c'est pas un amour, voilà. Mais bon, dans le film, en tout cas, j'ai trouvé que ça passait plutôt bien avec les scènes qui ont été mises. Ensuite, on va passer du coup pour le Joker. Donc, le Joker, le fameux Joker, ce qu'on attendait tant du Joker. J'ai eu du mal avec une scène en particulier, c'est la scène du nightclub. Où il est avec, dans la boîte de nuit là. Oui, où il est avec Monster T. Monster T, qui fait bien partie des comics. En plus, c'est ce côté-là aussi qui est sympa, puisqu'on retrouve quand même des petits personnages, voilà. Et franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que j'ai eu l'impression de voir une prostituée et un Mac. Voilà, même si je sais, après en revoyant le deuxième visionnage, j'ai eu moins de mal à la regarder, ça m'a moins dérangé, mais sur le premier coup comme ça, je me suis dit c'est pas possible, on dirait une prostituée, Harley Quinn, c'est pas possible, t'as pas le droit de faire ça. Et en même temps le Joker qui est là, allez vas-y viens, je te la donne et tout. What, c'est quoi ça, tu peux pas faire ça quoi. Et au final, c'est un jeu du Joker, parce que il lui propose en fait Harley Quinn, et il regarde ce qu'il va dire en fait en sortie, il attend de voir la réaction. Est-ce qu'il va vraiment aller avec Harley Quinn ou est-ce qu'il va prendre la sécurité? Et le Joker, on voit qu'il pète un câble et qu'il le bute à la fin. Oui, évidemment. Bah oui. Et voilà, parce que on voit qu'il est quand même, voilà, il est complètement taré. Après, vis-à-vis de son look. Moi j'ai kiffé, enfin moi j'ai adoré, enfin c'est spécial, Moi j'ai trouvé trop bling bling en fait, tous ces bijoux etc. C'est pas. Un peu trop. C'est pas utile. Franchement, c'est pas utile. Les tatouages, pourquoi pas, hein, on en a déjà vu dans les comics, moi ça me choque pas plus que ça. Oui, notamment on va vous citer, c'est All Star Batman et Robin, The Boy Wonder, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc qui est un comics qui relate un Joker qui est très sombre et qui est très, donc c'est un mafiosi, je crois même que c'est un Mac, il me semble. Enfin, il n'hésite pas à coucher, d'ailleurs, voilà, avec des prostituées. Il est tatoué, enfin un peu bling bling quoi, le mec un peu mafioso, gangster quoi. Donc au final, c'est une interprétation d'un Joker différente. S'il lui avait retiré un peu plus de bijoux, ça n'aurait pas fait de mal. Mais moi j'ai adoré quoi, ses tenues et tout ça, sa tête de déglingos là. Alors faut savoir aussi que ces différentes tenues du Joker sont en fait différentes tenues adaptées directement des comics. Voilà.
On va Voilà. d'ailleurs vous mettre une petite photo là, comme ça parlera beaucoup mieux que ce que nous on va vous dire, mais il y a beaucoup de références. En attendant, Jared Leto est très très fidèle aux comics. Hein. On a aussi, voilà, Il joue très bien. Enfin, moi je trouve qu'il a bien joué son il est rôle. quand même très ressemblant, même au niveau du visage et tout. Il Ouais. est vraiment très ressemblant au Joker des comics. C'est ça. J'ai adoré ses tenues et tout. Quand il est dans l'hélicoptère et qu'il pète un câble, sa tenue là, d'Alex Ross, parce que c'est vraiment ça en fait, avec la petite Ouais. fleur et tout, le costume noir, tu dis ah, c'est trop bien. Enfin, moi j'ai adoré. Il y a des parties où j'ai vraiment kiffé quoi. Quand il tire à la Kalachnikov, Extra. d'ailleurs c'est ce moment-là où effectivement son acolyte qui tire à la mitrailleuse lourde dans l'hélicoptère n'est autre en fait que Johnny Frost, Ouais. qu'on peut voir justement dans l'histoire Joker. Oui, de Libermero et de Libermero et Ryan Azzarello. voilà. Son costume également, il y est Ouais. aussi. Le costume qui apparaît dans le Joker dans le comics, on le voit également dans le film, Ouais. avec son veston marron et puis Oui, exact. une chemise blanche. Ouais. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a le Joker de Brian Bolland, on a le Joker de Alex Frank Ross. Miller. Voilà, oui, Frank Miller. Frank Oui. Miller sur aussi. Du beaucoup. Dark Knight. Enfin bon, voilà, c'est Enfin, voilà. plein de références aux comics qui font que. Bah, c'est ces petits clins d'œil qui font toute la différence en fait, Voilà. tout simplement. Après, bon, il y a Johnny Frost qu'on a parlé. Frost. On a la Joker mobile. Alors, la Joker mobile, c'est vrai que ça fait vraiment bling bling au possible. Ouais. C'est vraiment. Pour moi, de trop. la Joker mobile, c'est le symbole en fait du ridicule parce que C'est voilà, ça. c'est pas super utile de faire une Joker mobile quoi. Mais la seule fois où elle apparaît, c'est dans les dessins animés. Donc, Ouais. est-ce que. Voilà, c'est une référence en fait aux dessins animés. La Lamborghini violette, C'est pas une Lamborghini d'ailleurs, pour Qui ceux n'est qui pas- ne savent pas. qui n'est pas une Lamborghini d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est à peu près tout. Le Joker, globalement, moi j'ai adoré. Voilà, c'est un nouveau Joker qui est pas plus mal au final et très bien. Deadshot. Deadshot, Will Smith, très bon, très bon. Très bon. Will Ouais, Smith, ouais. Will Smith De est toute façon, juste il joue très bien. bon. Franchement, la relation qu'il a avec sa fille, c'est la même que dans les comics en Oui, fait. c'est tout bien simplement. représenté. Il est comme ça dans les comics, donc je vois pas pourquoi on aurait un Deadshot différent. Après, le seul point négatif qu'on peut lui reprocher, c'est qu'effectivement, on ne voit pas assez son masque. On le voit pas assez en costume complet. On voit trop souvent Will Smith. Alors, c'est sûr que c'est un acteur, il veut apparaître à l'écran, certes, mais voilà, c'est Deadshot. Quand il décide de flinguer, il a toujours son masque. C'est ça. Alors que là, non, en fait, tout simplement. Là, ouais. Là, il flingue, mais il n'a pas forcément son masque. Il met juste des fois son viseur. son viseur, et puis c'est tout. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Sans forcément mettre le Parce masque. qu'il est vraiment calme, hein. Son masque et son costume là, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, son costume est très bien. Ouais. Sinon, c'est parfait quoi. Non, globalement, Sinon, il y a joue rien très à dire. bien. On ressent bien justement ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'il ressort un petit peu de la bande et qu'il prend un peu le dessus, qu'il devient un peu le chef. Puis on voit ses capacités à tirer, il est super bon. Non, franchement, très bien joué, il n'y a pas de souci là-dessus. Très très bien. Du coup, après, on passe du coup à El Diablo. Alors, El Diablo, magnifique, El Diablo. Moi, j'ai juste encore un point négatif. Je suis très négatif. je vois ça. Enfin, c'est pas vraiment un point négatif, mais dans les comics, en fait, quand il utilise ses pouvoirs, du coup, de pyrokinésiste, ses tatouages disparaissent. Et en fait, c'est de là que vient en fait son pouvoir. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a plus de tatouages, il ne peut plus normalement utiliser ses pouvoirs. Et ça, dans le film, en fait, ça n'a pas été repris. Ouais. J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais voilà, c'est pas. Après, c'est pas super utile non plus. Hein. C'est pas non plus. C'est pas la catastrophe du film, quoi. C'est juste. Moi, je trouve que non, au contraire, effectivement, oui, c'est peut-être un truc qu'ils auraient peut-être pu faire, mais je suis pas sûre que ça apporte vraiment un intérêt Voilà, général pour le film. C'est pas un super intérêt. Mais en tout cas, voilà. Son histoire, en tout cas, je peux vous assurer que c'est l'histoire des comics. Il n'y a pas à chier là-dessus. Le fait qu'il tue sa femme, oui, et ses enfants, pour lui, c'est un accident parce que voilà. Et c'est vraiment ça, quoi. Et le fait qu'il soit en retrait comme ça, qu'il veuille plus, c'est exactement. Mais vraiment. Moi, j'ai vraiment cru revoir le El Diablo qu'on peut lire dans les comics, et c'est ça que j'ai adoré, quoi. Et puis le personnage, il passe bien, l'acteur, en tout cas, qui le fait, voilà, il passe très très bien.
Et puis le fait que petit à petit, voilà, pour aider ses amis, pour aider, bah voilà, il va utiliser ses pouvoirs. Et ça j'ai aimé parce que du coup, et crescendo en plus. Tu vois, au début on le voit utiliser des flammes, ensuite après ça devient de pire, vraiment on voit son pouvoir et on se dit ouais au final le Diablo c'est pas le petit qui sert à rien quoi. C'est pas la petite frappe du coin quoi. Voilà, donc vraiment le Diablo très très bien, j'ai adoré. Bah, ensuite Slipknot, il n'y a pas grand chose à dire puisque du coup il meurt tout de suite en fait. Donc, disons alors, que... il y aurait soi-disant une scène coupée où on le montrerait en fait en tant que violeur récidiviste. Ce qui donnerait plus d'antipathie du coup au personnage et du coup on aurait plus de satisfaction à le voir se faire sauter la tronche. Ouais. C'est ce que dit la scène coupée en tout cas. Il y a une scène qui fait quand même que tu restes... c'est quand il frappe la nana quand il sort du truc. Oui. Pour certains, ça reste quand même un point sensible qui fait qu'au final, oui, effectivement, ça sert quand même de truc où dire, bah, de toute façon, on s'en fout, le mec, il frappe des femmes, donc voilà, c'est un enfoiré. D'ailleurs, ce passage-là, on voit que Captain Boomerang réagit aussi. Il réagit justement au fait que Slipknot frappe l'agent, la femme là. Et du coup, ça nous montre un petit peu son côté aussi sexiste à Captain Boomerang. Ouais. Voilà, après, après c'est vrai qu'il a encore d'autres scènes coupées, Captain Boomerang, enfin bon, bref, on va pas parler de toute façon, les scènes coupées, nous on les connaît même pas nous-mêmes, on a entendu des dires après, voilà. Killer Croc, je suis pas satisfaite moi de Killer Croc, j'ai bien aimé le personnage quand même, mais je trouve qu'il manque quelque chose à ce personnage, déjà une histoire un peu plus approfondie, parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose sur lui, alors qu'il y a de quoi faire. Et puis son physique n'est pas si mal, mais je trouve qu'il manque de muscles déjà un petit peu quand même. Et puis je sais pas, il y a quelque chose qui fait que t'es pas entièrement satisfait du personnage, même s'il est quand même bien au final. Ouais. Tu vois, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Pour moi, il y a un truc qui colle pas avec Killer Croc. Alors peut-être parce que... Ouais, t'es d'accord ? Je suis d'accord. Peut-être le fait qu'ils aient pas raconté trop en détail son histoire et que du coup tu te dis bah comparé aux autres... On n'en voit pas beaucoup, ils nous disent même pas qu'en fait c'est une maladie de peau qu'il a, etc. Ouais, ils auraient pu... C'est juste... Ouais non, ils nous ont dit c'est pas dommage. assez. Pour Captain Boomerang, alors... Captain Boomerang. Tout le monde a dit Captain Boomerang, il est naze, il sert à rien, blablabla. Je suis d'accord avec dans le film, on le voit pas faire grand chose, on le voit pas vraiment sur ses capacités, c'est pas énorme, c'est sûr. Il faut savoir que dans les comics, Captain Boomerang c'est quand même un sacré luron et qu'il est très balèze, franchement très fort. C'est d'ailleurs pour ça que Amanda Waller, c'est son petit chouchou un petit peu quand même, Amanda Waller. Ouais. Parce que du coup il va réussir à infiltrer, si vous avez lu le tome 2 de Suicide Squad, voilà, il va réussir à infiltrer le camp adverse. Et voilà, en fait c'est grâce à lui qu'ils vont s'en sortir quoi. Voilà, il va réussir à jouer double jeu. Il est très fort, mentalement, même physiquement peut-être pas, c'est pas un gros balèze, mais voilà, il est quand même très très doué. Voilà, alors après ce qu'il a son importance dans la Suicide Squad du film. Voilà, disons qu'on le voit pas se battre plus que ça, on le voit pas il est drôle, dans le film il est marrant quoi, voilà c'est Pinky, ouais, avec sa petite licorne, voilà, c'était un petit côté mignon, c'était sympa. Un petit peu, ouais, ça amène un petit peu le ridicule, le comique un petit peu de l'histoire. Ouais. Après, ouais, il est pas super utile. Alors, faut savoir que Captain Boomerang, c'est un des premiers... c'est un des premiers vilains en fait à avoir fait partie de la Suicide Squad. Ouais. C'est-à-dire que quand Suicide Squad, le comics est sorti, il était déjà dedans. Correct. Donc après, voilà. Il faut qu'il fasse partie de la Suicide Squad. Dans tous les cas, ils étaient quasi obligés de le mettre. Ouais. Après, il faut savoir que c'est quand même un vilain qui en a surtout après Flash, du coup. D'où l'intérêt de la scène avec Flash. Ensuite, Rick Flag. Rick Flag, très bien joué. Rick Flag, ouais. Il tient son rôle en fait de militaire, hein. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, non, il joue bien, je trouve, il n'y a pas de souci. Le petit côté qu'il lui a rajouté, amoureux, June Moon, tout ça, pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas, c'est pas si naze que ça. Amanda Waller. Amanda Waller, moi je mets 10 sur 10 pour Amanda Waller, hein, parce que... Elle joue extrêmement bien son rôle, non, il n'y a rien à dire sur Amanda Waller, mis à
par peut-être son passé. Parce que... Ouais. Oui, je suis d'accord. Je sais pas si ça aurait ce que été... tu veux dire. Voilà, je sais pas si... T'aurais voulu qu'on parle un peu plus de son passé, Voilà. enfin voilà, qu'on en Parce sache que- un peu plus sur elle, mais C'est pas le sujet du film. Merci, au revoir. voilà. Et c'est surtout Non, que mais, ça démystifie trop le personnage. Enchantress, donc du coup on en a déjà parlé, Bon, donc on va l'Enchantress, pas parler trop. Ouais, on en a déjà parlé beaucoup. June Moon, voilà, le docteur qui est possédé du coup par l'Enchantress. Au niveau des effets spéciaux de l'Enchantress, il n'y a rien à dire. Hein, c'est Franchement, juste, elle fait flipper en plus, Enchantress. voilà, Franchement, elle est bien fait. quand elle récupère son cœur, on sent bien que c'est une déesse. Ouais. On voit bien que elle est très bien représentée. On voit que c'est une divinité. Avec l'espèce voilà. de truc qu'elle a sur la tête, autour et tout, tu sens le Ouais. truc quoi. Moi j'ai bien aimé. Puis j'ai adoré cette histoire qu'ils lui ont donnée en fait. Ouais, c'était bien, J'adore ce genre d'histoire. Moi je trouve que c'est vraiment bien quoi. bien foutu. Et l'Enchantress sans son cœur, qui fait vraiment sorcière, voilà, qui est vraiment malsaine. En fait. Malsaine, Ouais, c'est ça. C'est vraiment spécial quoi. Donc j'ai bien aimé. Voilà. C'était sympa. Bah ça oui, après pour elle en tout cas moi pareil, 100%, 10 sur 10. Du coup on va passer à Katana. Katana, que dire? Que dire? Moi j'aime bien, moi je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé la petite histoire qu'ils lui ont donnée, enfin qu'ils lui ont donnée, c'est sa vraie histoire, il n'y a pas de C'est racontable l'histoire là. dans tous les cas des comics. Chaque personnage de toute façon C'est la vraie histoire, de près Plus ou ou de moins, loin, on en revient systématiquement à l'univers forcément d'ici. aux comics. Voilà, dans tous les Ça. cas. Katana, c'est vraiment son histoire. Donc effectivement, elle possède bien son sabre qui s'appelle d'ailleurs, Ah je sais plus le nom, me souviens plus. je pourrais pas te dire. Euh, Mais qui retient les âmes en fait Voilà. des personnes avec qui elle tue le sabre. voilà. C'est ça. Et la lame de son mari est enfermée dedans. L'âme de son mari est enfermée dedans puisque son mari s'est fait tuer avec ce même Ça. sabre. Voilà. Du coup, c'est pas elle qui l'a tué, c'est quelqu'un d'autre. On ne Ouais. verra pas qui. Mais voilà. Batman, alors Batman, grande surprise Batman, oui, j'étais contente de le voir, même un petit peu. C'est toujours un plaisir de voir Batman. Très surpris. Moi, ce que j'ai adoré réellement, c'est la scène où il arrête Deadshot. Vraiment bien faite, et c'est surtout que ça fait référence à Batman Noël, directement. Batman Noël, si vous l'avez lu, Moi, en il s'agit tout cas, d'un... Moi en tout cas c'est à ça que ça m'a fait penser quand j'ai vu le film, parce que tout simplement déjà c'est Noël, ça se voit, Oui. il neige déjà, et puis Batman arrive directement en plongeant dans le dos de Deadshot, et ça m'a fait Dans la ruelle, voilà, ouais, dans une ruelle où il sait qu'il n'y aura personne qui viendra c'est ça. les déranger, et ça m'a fait penser directement à Batman Noël Oui, c'est ça. de Liber Mero. Donc après, il y a aussi la scène avec Harley Quinn, quand Batman poursuit la Joker mobile, et en fait il tombe dans l'eau. La Ouais. Joker mobile tombe dans l'eau. En fait, on voit que le Joker a réussi à s'enfuir. Et par contre, on voit qu'il y a toujours Harley Quinn qui est coincée dans la voiture. Et du coup, il y a Batman qui plonge pour aller la sauver. Et en fait, elle est toujours en vie. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci, elle sort de l'eau. Et au moment où il lui fait du bouche à bouche, parce qu'il croit qu'elle respire plus, en fait, elle a fait exprès, quoi, et elle l'embrasse, quoi, au final. Elle en profite. Donc, elle en profite. Donc il y a cette scène aussi qui est assez sympa. Et la dernière, en fait, tout simplement avec Batman Bruce Wayne, c'est La scène post-générique. la scène post-générique où du coup on voit Bruce Wayne discuter avec Amanda Waller. Et donc ils discutent par rapport aux méta-humains. Oui. En fait, c'est ça. Ils discutent pas. Ouais, ils discutent des méta-humains, mais de manière générale, c'est-à-dire pas forcément des vilains. Et du coup, voilà. Et puis c'est surtout, ça se passe forcément avant, puisque on va en parler juste après, on voit la scène en fait avec Flash, qui est déjà Flash en fait, donc avec le costume et tout ça. Donc on suppose que si Flash est déjà existant, c'est que voilà, ça se passe normalement avant. Je suppose. Bah oui, et c'est surtout qu'en plus C'est il pas- arrête. Du coup, Flash arrête Captain Boomerang, donc Voilà. Oui, c'est ça. Donc la petite scène là, voilà, c'est Flash. pourquoi Flash irait jusqu'en Australie pour arrêter Captain Boomerang? Ouais. Enfin, plein de questions autour de pas mal de Il y a plein de scènes. questions, ouais. Voilà. Celle-là en tout cas était mythique. Enfin, pour Flash, c'est vraiment mythique.
Je m'y attendais pas du C'est tout. une très bonne scène. À aucun moment on a entendu parler justement de cette fameuse scène avec Flash, enfin ni dans les bandes annonces ni ailleurs. En même temps on a fait vraiment très attention de pas se faire spoiler pendant le... On a fermé les écoutilles, on a C'est ça. essayé de pas trop se faire spoil. Ouais. Et donc quand on a vu Captain Boomerang dans la banque qui s'enfuit tout ça avec les diamants, on voit Flash arriver, on s'est dit c'est un truc de fou quoi, parce que voilà c'est Flash et en plus il est... Là on voit bien le Flash, le costume en entier, tout ça, et Ezra Miller qui joue super bien, voilà. C'est pareil, ça c'est un acteur qui a été un petit peu bâché parce que son profil ne correspond pas à un Flash classique. Sauf qu'au final, une fois les cheveux courts, le costume enfilé, pour moi, il fait vraiment un très bon Flash. Et là, en plus, son costume est vraiment très très bien fait. C'est un costume un peu futuriste et qui reste quand même dans le thème, quoi. Donc, très bien. Une bonne scène en tout cas qui met bien la hype pour la suite. Et donc voilà, c'est grosso modo en fait tout ce qu'on a pu repérer comme scène. Je pense qu'il y en a encore plein d'autres. Les petits clins d'œil ici, il y en a quelques-uns. Il y a quelques clins d'œil qu'on a repérés. Il y a notés, notamment l'immeuble déjà, ça il faut en parler quand même. Ouais. L'immeuble où est retenue en fait Amanda Waller, enfin où elle est retenue, où elle travaille en fait. Oui voilà, c'est là où elle travaille mais comme elle peut pas s'en sortir. C'est là où la Suicide Squad en fait va la chercher. C'est ça. Dans Midway City, l'immeuble s'appelle John Ostrander. Il y a quelque chose d'autre d'écrit mais c'est... Voilà, le nom de l'immeuble c'est John Ostrander. Voilà. Faut savoir que John Ostrander en fait c'est le créateur de la série Suicide Squad en comics en fait, tout simplement. Voilà, donc disons que c'est un bel hommage quoi. Enfin, voilà, il y a marqué, en plus on le voit bien. Moi c'est ce que j'ai vu la première fois je l'avais pas vu, la deuxième moi je l'ai vu direct en fait et j'ai dit ah ouais c'est sympa. Il y a S. Chemical du coup qu'on voit. C'est surtout qui était à Gotham City du coup. Voilà, oui parce que forcément quand Harley Quinn tombe ça se passe à Gotham et on voit bien les cuves en plus où il y a bien écrit Ace Chemical. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a déjà parlé des costumes, ça c'est bon. La mort de Superman, on revoit en fait si vous voulez l'enterrement de Superman puisque comme ils en parlent, Amanda Waller en parle. La partie à Metropolis. Voilà, ouais c'est ça. Alors tu m'as dit aussi qu'on voyait Elliott Center. Ouais. Alors Elliott Center, pourquoi on a retenu ça? C'est pourquoi ça t'a sauté à l'œil? Moi ça m'a sauté aux yeux au deuxième visionnage parce que je sais pas, Elliott Center, pour moi ça me fait penser à Thomas Elliott, donc Silence de Batman. Ouais. Et voilà, c'est au deuxième visionnage que j'ai remarqué ça dans un coin à gauche, quand ils sortent dans Midway City. Du coup, la Suicide Squad, et j'ai vu ça, Elliott Center, et je me suis dit, est-ce que ce serait pas du coup un espèce d'hôpital ou quelque chose en rapport avec Thomas Elliott ou sa famille en fait. Et ensuite, bien sûr, Midway City. Alors, Midway City. Midway City, c'est la ville dans l'âge d'argent du coup de Hawkgirl et Hawkman. Ouais. Dans l'âge d'argent, je précise bien, puisque voilà, c'est plus leur ville actuellement. Après. Et c'est aussi une ville qui est détruite du coup dans Final Crisis. Voilà, c'est pendant en fait la période de Final Crisis. Midway City en fait a été dévastée par les troupes de Darkseid. Voilà, c'est ça. Alors donc, là du coup on se pose plein de questions, sachant que on remet Darkseid sur le plateau, sur le BVS on a bien vu que c'était certainement le méchant, ou alors pas loin, en tout cas ça sera certainement par là. Et donc du coup est-ce qu'ils ont voulu faire un clin d'œil en mettant Midway City pour faire un espèce de lien, quelque chose, je sais pas. C'est vrai que c'est étonnant du coup. On verra par la suite. Donc voilà les petits clins d'œil qu'on a repérés, je pense qu'il y en a un petit peu plus que ça. Mais nous de notre œil, pour le moment c'est tout ce qu'on a vu, on en verra peut-être un autre visionnage plus tard. Mais c'est déjà pas mal en tout cas, je trouve qu'il y a quand même pas mal de bonnes références aux comics. Voilà. Ouais, il y en a énormément, et franchement c'est un très très bon film et faut pas hésiter à aller le voir. Non oui, faites-vous votre propre opinion, on n'arrête pas de le dire. Écoutez pas les critiques, voilà, on va pas en parler de ça pendant 10 ans. Oui, ne lisez pas les critiques oui, ça sert à rien, parce que de toute façon personne n'aime jamais rien, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que on a critiqué BVS parce qu'il était trop sombre et voilà, trop
c'était pas assez bien. Du coup ils ont fait un reshoot pour Suicide Squad pour qu'il soit plus gentil et au final personne n'aime non plus en disant que c'est trop niais. Donc on fait comment Enfin ça marche jamais quoi. Personne ne sera jamais content. Donc voilà, faites-vous votre propre opinion et c'est tout ce qu'on a à vous dire. Mais en tout cas, nous on a aimé et voilà, de toute façon c'est DC et on est content d'avoir des films DC au cinéma, enfin. Donc quelle joie. Donc franchement, puis il est vraiment génial, donc n'hésitez pas. C'est déjà oui, de ne pas regarder tout ce qui est critique, etc. Et d'éviter de regarder trop de bandes annonces en fait, parce que ça tue le film carrément. Ah oui. Je crois qu'on en a déjà parlé sur BVS, je le redis, dans tous les cas, il ne faut pas regarder trop de bandes annonces. C'est-à-dire que quand vous avez un gros film, un gros blockbuster qui sort, il faut regarder une bande annonce au grand maximum. Parce que si vous commencez à regarder de trop, vous allez arriver dans la salle de cinéma et puis ouais, bah ça je l'ai vu, ça je l'ai vu. Des passages un petit peu drôles, un petit peu. Ou pas forcément drôles, mais des passages qui sont vraiment importants pour le film, bah vous n'allez pas les apprécier autant que si vous les découvriez pour la première fois. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Regardez la première bande-annonce qui sort, par exemple pour la Comic Con. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu la première bande-annonce de Wonder Woman Comic Con, celle de Justice League également de la Comic Con. Et voilà, ce sera la dernière qu'on verra. On attendra jusqu'à l'année prochaine. En évitant bien sûr, par exemple quand on va sur Facebook ou quoi que ce soit, il y a des tonnes et des tonnes de produits là-dessus, bah on les regarde pas tout simplement. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, on a envie d'en savoir plus et tout, mais justement moins vous en verrez et plus vous serez, vous apprécierez le film. Ouais. Donc on va vous recommander quelques comics à lire qui ont un rapport de près ou de loin par rapport au film. Oui, et qui sont déjà parus, qu'on vous a même déjà parlé. Enfin, qui vont même paraître bientôt. Ouais, et qui vont paraître. Donc déjà les 2 premiers tomes. Donc, Suicide Squad. De Suicide Squad, évidemment, ceux qu'on a présentés dans une précédente vidéo. Qui sont vraiment bien. Ensuite, il y a les 3 tomes pour l'instant de Harley Quinn. Donc pareil, qui vont bien avec le personnage qu'il y a au cinéma actuellement. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce qui va paraître, donc du coup il y a les archives de Suicide Squad, normalement qui sort à la fin du mois. Ouais, c'est ça, fin août. Voilà. La cible de Deadshot qui est déjà paru, je crois que c'était en début d'année là, qu'il est paru, ou peut-être un petit peu plus vieux, ouais, je sais plus, mais en tout cas il est pas si vieux que ça non plus. Mais il est toujours disponible, hein, je pense. Ouais. C'est facile à trouver. Et le dernier c'est Deadshot et les Secret Six. Alors voilà. Ça alors c'est pas encore sorti, ça sortira au mois d'octobre. Septembre, octobre. Ouais, je sais plus, ouais, octobre peut-être. Octobre, je sais plus. Ben, ça sort à la fin de l'année là, dans le dernier trimestre, je pense. C'est ça. Et voilà, ça raconte apparemment l'histoire de Deadshot et des Secret Six. Donc on retrouvera à nouveau l'Enchantress. Le Chapelier Fou cette fois, qui fera partie des Secret Six, et puis voilà, c'est tout. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo, malgré le fait qu'elle soit longue, oui, donc vous aura plu bien sûr. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, si les références également vous a sauté aux yeux également quand vous avez vu le film, peut-être, ou que vous avez même vu peut-être d'autres clins d'œil ou références, je ne sais pas. Et écoutez, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.